Quand on comprend comment fonctionne le marché immobilier suisse, on sait quel est le risque. Le risque est quasi inexistant. J'allais visiter une propriété avec des clients. Littéralement, je ne savais pas ce que c'était un notaire. En Suisse, on rembourse jamais sa dette. Ça, c'est une particularité que les Français comprennent pas. Une maison aujourd'hui en Suisse en dessous d'1 million, ça existe quasiment pas. Un Français ne peut pas acheter en Suisse de l'immobilier résidentiel pour de l'investissement. Un locataire qui paye pas son loyer, par contre, est beaucoup plus facilement expulsable que la France. Salut Edouard, merci beaucoup d'intervenir sur le podcast. On va pouvoir du coup d'échanger sur ton parcours d'immobilier en Suisse. Comment ça va? Hello, écoute, ça va bien? Ça va très bien, ouais, merci beaucoup. Ben écoute, ça me fait plaisir de te voir sur mon podcast. Toi, tu as déjà l'habitude. Tu as aussi un podcast du coup sur ta chaîne que j'ai pu un peu voir où tu interviews pas mal de personnes. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient aller en savoir plus sur Edouard, n'hésitez pas, il y aura la chaîne en description et comme ça, vous pourrez aller plonger un peu plus en profondeur. Du coup, toi, tu es basé en Suisse, c'est bien ça? Exactement, ouais. Je suis basé en Suisse, donc maintenant, bon, j'ai une visibilité à travers la Suisse romande, mais mes bureaux sont en Valais. C'est une région un peu touristique de la Ok. Suisse. Et effectivement, mes investissements, par contre, immobiliers sont principalement localisés dans cette région. Ok, d'accord, super intéressant. C'est vrai que moi, la Suisse, c'est un peu l'inconnu. J'y suis jamais allé encore. Pourtant, c'est pas très loin. Je crois que c'est à 4 heures de route, tu vois, de chez moi. Mais c'est vrai que ça serait intéressant parce que j'ai plus l'œil d'entendre ce qu'on dit dans les médias de la Suisse, les choses comme ça, mais j'ai pas vraiment l'expérience terrain. Donc, ça va être intéressant d'avoir un petit peu ton avis parce que j'ai peut-être des préjugés sur la Suisse. Peut-être pas. On verra bien dans la suite de cet échange. Et est-ce que tu peux un peu nous décrire un peu ton parcours pour les gens qui te connaîtraient pas? Ce serait intéressant. Ouais, complètement. Alors, j'ai commencé vraiment, moi, dans le domaine de l'électricité à la base, hein, rien à voir avec Ok, l'immobilier. Et puis après, j'ai étudié à une autre école en Suisse le génie électrique, donc vraiment le domaine de l'électricité, hein, pour devenir ingénieur électricien, ingénieur en génie ouais, électrique. Et j'aimais beaucoup l'école, mais j'étais pas convaincu par après, en fait, le métier qui m'attendait derrière. Et donc, par un hasard complet, en fait, en 2018, pendant l'été, j'ai pu faire un stage dans l'immobilier, plus précisément dans le courtage immobilier spécialisé en résidence secondaire. Donc, comme je l'ai dit ok. avant, la région dans laquelle je suis est assez touristique en Suisse, donc c'est des stations de ski. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Et là, je suis tombé accro du domaine de l'immobilier. Je ne sais pas pourquoi encore aujourd'hui. Mes parents ne sont pas du tout dans l'immobilier. Et voilà, à partir de là, j'ai fait que ça. Donc ça, c'était entre la première et la deuxième. Et la deuxième, je ne l'ai pas reprise. J'ai focalisé vraiment toute mon énergie sur l'immobilier. J'ai commencé les formations dans le domaine de l'immobilier, chez les professionnels de l'immobilier. Et après, j'ai fait ça vraiment jusqu'à un diplôme qu'on appelle brevet fédéral, Tout à fait. qui est un diplôme fédéral du coup en Suisse dans le domaine de l'immobilier, dans l'expertise immobilière plutôt. Donc c'est l'évaluation de l'immobilier, c'est mon métier de base. Et puis voilà, maintenant je me suis un peu spécialisé là-dedans et dans l'accompagnement, surtout orienté investisseurs privés. Donc voilà, pour les aider à investir dans le domaine de l'immobilier. Je fais que ça maintenant Ouais, avec ma société. ok, c'est intéressant. C'est vrai que, par exemple, quand j'ai échangé avec certains investisseurs immobiliers, c'est vrai que quand on parle de formation immobilière, la première chose qu'on entend, c'est plus des formations en ligne de personnes qu'on peut voir sur Internet. C'est vrai que toi, tu as décidé de plonger à fond dans ce domaine-là. Tu as fait un brevet fédéral d'expert en estimation en immobilier en 2022. Et là, tu as actuellement un brevet fédéral, comme tu nous le disais, en gérant d'immeubles à Lausanne, encore une fois. Donc, c'est vraiment intéressant de carrément dédier à cela. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un hobby, l'investissement immobilier, mais ça peut être une partie de sa vie. Toi, tu as décidé d'en faire réellement ton métier. C'est vrai que sur ce niveau-là, je pense que je te rejoins un petit peu. C'est-à-dire que je suis tombé aussi un peu dans la marmite, on va dire, quand j'étais jeune de l'investissement. Moi, c'était plus de par mon grand-père qui investissait beaucoup en immobilier. Il faut savoir que je viens de Belgique, donc il a investi plus de ce côté là-bas. Et forcément, je me suis posé des questions, mais personne, à part ça, mes parents n'investissent spécialement, surtout en bourse. C'est quelque chose assez un peu plus flou quand même pour la majorité des gens. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, dès que tu accroches et que tu comprends qu'il y a des nouvelles possibilités, c'est ça qui est intéressant. Mais toi, justement, tu penses que c'est quoi qui t'a fait aller plus loin? Parce que tu sais peut-être pas, mais quelles seront les choses qui t'ont donné envie de carrément en faire ton métier? Ça peut être intéressant à savoir aussi. Ah, alors j'ai commencé dans le courtage, donc j'ai commencé dans le métier de l'immobilier. C'est Et ça. après, je me suis très vite rattaché au domaine de l'immobilier, aux associations de professionnels de l'immobilier à travers la Suisse romande, donc la Suisse francophone, hein. Tout à fait. Et là, je suis très très impliqué dans les associations. Je vais donner des cours. Je donne des cours à la Suite School, qui est d'ailleurs l'école dans laquelle j'ai fait mon brevet fédéral. Et voilà, donc je suis très lié à eux, aux associations de professionnels immobiliers, des jeunes professionnels de l'immobilier.
Donc voilà, je suis très impliqué là-dedans. Je ne suis pas du tout un influenceur, même si j'utilise maintenant ma C'est visibilité en sûr. ligne pour vendre mes services, bien évidemment, mais je ne suis pas un influenceur immobilier suisse. Mais voilà, je suis présent sur les réseaux sociaux parce qu'au XXIe siècle, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça peu importe ce qu'on fait actuellement, le personal branding, ça joue un rôle assez important. On pourra même peut-être en parler par la suite. Ça ouvre des nouvelles portes, ça c'est sûr. Et toi, en termes perso, est-ce que tu as investi en immobilier aussi ou est-ce que pour le moment tu le gardes que du côté pro? Non, non, je suis complètement investi. Tout l'argent que j'ai non, est investi dans l'immobilier en Suisse. Donc le 100%. 100% de mon argent. Je suis d'ailleurs, je fais aucune diversification. Je sais que les gens n'aiment pas trop Ok. ça en matière d'investissement. Mais si tu veux, je me focalise sur l'immobilier parce que c'est ce que je sais faire. Je suis convaincu que je peux exceller dans un domaine particulier. Et pour moi, c'est l'immobilier, mais c'est une évidence parce que je suis dedans tous les jours. Et donc, c'est pour ça que je mets vraiment tous mes œufs dans le même panier pour le coup. Pas le même type d'investissement immobilier, parce qu'il y a beaucoup d'investissements immobiliers, mais je suis directement dépendant du marché, ça c'est clair. Mais disons, quand on comprend comment fonctionne le marché immobilier suisse, on sait quel est le risque. Le risque est quasi inexistant, surtout quand on sait faire et qu'on fait les choses correctement. Donc voilà, je suis parfaitement serein avec ça en fait. Et du coup, c'est pour ça que je suis all-in dans l'immobilier. Mais oui, je suis complètement investi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, en fait, la diversification aussi, je pense que c'est mauvais pour une personne qui n'y connaîtrait rien, c'est-à-dire qui tombe dans l'investissement. On conseille toujours, par exemple, en bourse, c'est le plus simple, évidemment, acheter 6 biens immobiliers à différents endroits, c'est plus compliqué qu'acheter 6 actions à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est principalement, en fait, la diversification, c'est quand une personne n'y connaît pas grand-chose. Si elle commence à mettre 100 000 euros sur une seule action, c'est pas bien. Mais toi, de par ta formation, de par aussi ta passion, c'est limite mieux parfois en fait de devenir expert d'un domaine que tu sais d'être un petit peu moyen de partout. Ça sert pas forcément à grand chose. Et puis moi j'ai pris le même parti, tu vois. Je suis pas encore en immobilier comme les gens le savent. De par ma situation, je préfère attendre d'avoir assez de stabilité. C'est pour ça que je me concentre pour le moment sur la bourse, mais l'immobilier va arriver. Et au final, c'est quand tu sais ce que tu veux réellement faire et quand tu te passionnes par un domaine, c'est peut-être même mieux en termes business, en termes aussi d'épanouissement, juste de te concentrer sur ta zone de génie, comme j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment là que tu vas pouvoir en fait exceller et avoir des meilleurs résultats que si tu essayais de faire et de la bourse et de l'immobilier et un business en ligne. L'un n'empêche pas l'autre évidemment, mais c'est clair que c'est la meilleure chose à faire. Puis j'imagine aussi, comme tu dis, tu t'es très vite entouré de personnes. Je crois que tu as un mentor aussi que tu as interviewé en podcast, si je dis pas de bêtises. J'imagine que ces personnes-là ont un rôle majeur aussi dans cette avancée aussi. Comme moi, tu es assez jeune, pour avoir des déclics comme ça, j'imagine, ils ont eu un grand rôle aussi de leur part. Ouais, complètement. Alors oui, oui, j'ai effectivement le mentor dont tu parles. En fait, c'est simplement la personne qui m'a offert la chance de débuter dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on est associés sur beaucoup de choses ensemble. Ça s'est très bien développé du coup. Et effectivement, mais après, j'ai appris l'immobilier de manière très très autodidacte, dans le sens où j'ai débuté dans le courtage, mais la première visite que j'ai faite, je me rappelle très très bien. Euh, J'allais visiter une propriété avec des clients et littéralement, je savais pas ce que c'était un notaire. Mais moi, il faut savoir que du coup, je suis tombé un peu dedans par hasard, mais à 20 ans, et je savais même pas à quoi ça servait un notaire. Je savais même pas ce que c'était en fait. Et donc, les gens qui ont visité m'ont demandé quels étaient les frais de notaire, parce qu'ici, ça dépend des cantons Ok. en Suisse. Donc, ça varie, les frais varient à l'achat. Et je ne savais même pas répondre parce que je ne savais pas ce que c'était des frais de notaire. Je ne savais pas ce que c'était un notaire. Donc, c'est pour dire que vraiment, au début, je suis parti de vraiment tout en bas. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand tu vends en résidence secondaire, tu vends en général à des gens qui sont relativement âgés parce qu'ils ont déjà cumulé un patrimoine, évidemment. Le premier truc qu'on Forcément. achète en général, c'est pas une résidence secondaire en montagne, dans une station de ski. Donc, c'est des gens qui sont fortunés, qui en général connaissent un peu l'immobilier parce qu'ils ont déjà acheté. Donc, je me suis retrouvé en fait plus jeune que leurs propres enfants, à pas savoir ce que je disais, à pas savoir ce que je faisais, à leur vendre un truc, quoi. Et donc, au début, c'était pas évident. Je dois dire que c'était pas évident, mais c'est pour ça que j'ai accéléré aussi la formation immobilière chez les professionnels de l'immobilier. Ouais, j'ai suivi absolument tous les cours que je pouvais suivre le plus rapidement possible. J'ai même un peu triché sur mon CV pour pouvoir accéder à des cours que j'avais pas le droit d'accéder pour aller plus vite. Et voilà, aujourd'hui, je suis parfaitement légitime dans tout ce que je fais, donc je Tout à suis fait. tranquille avec ça, quoi. Mais au début, ouais, ouais, je passais un peu pour un clown, hein. Ouais, vraiment complètement. Ok. Heureusement, j'étais jeune, quoi, parce que je veux dire, si j'avais 20 ans de plus et je faisais la même chose, j'aurais été un peu mal à Ok. l'aise.
Mais je pense que j'ai dû faire pareil, tu vois, avec ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que je parle bourse, donc ça reste quand même de l'investissement. Peut-être un petit peu moins pointu que l'immobilier, parce que l'immobilier, si t'as pas fait de terrain, bon, la bourse aussi, mais l'immobilier, t'as tellement de choses à prendre en compte, hein. Si t'as des travaux à faire, t'as aussi beaucoup plus de fiscalité, en tout cas en France, c'est comme ça, que en bourse, etc. Donc, tu vois, au début, je faisais un petit peu les vidéos type classique qui peuvent partir virales, tu sais, à la Yomi Denzel, sauf que le problème, c'est que je suis pas Yomi Denzel, donc forcément, ça marche pas. Et donc, j'ai totalement revu ma stratégie et je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as fait. Je sais pas si tu connais, mais on parle souvent d'unfair advantage. Donc, c'est de trouver en fait quelle est la chose, la particularité qui fait que tu vas pouvoir te détacher dans ton secteur et que tu vas pouvoir appuyer dessus. Moi, je me suis dit, ben, finalement, je vais pas pouvoir donner des cours, tu vois, à des personnes qui ont 1 million d'euros en patrimoine. Je les ai pas moi-même. Donc, évidemment, il va falloir que je trouve une autre approche pour aider une autre type de personne, en fait. Donc, je suis parti plutôt du principe du fait que je suis jeune, j'ai encore tout mon patrimoine à créer, et je vais devoir passer par toutes ces étapes-là que tout le monde devra faire s'ils souhaitent augmenter leur patrimoine et investir. Donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas plutôt documenter ce parcours-là de on part de zéro jusqu'à on vise, par exemple, là, le concept, c'est viser le million en patrimoine. Évidemment, la série va pas durer une semaine, ça va plutôt durer des années et des années, c'est l'objectif final, on va dire. Mais donc, je suis plutôt parti là-dessus et j'imagine que tu as certainement dû aussi utiliser un petit peu ça. C'est, enfin, toi, du coup, vu que ça a rien à voir, vu que toi, sur YouTube, actuellement, tu parles vraiment d'autres choses et à tes débuts, tu dois directement savoir de quoi tu parles. Comme tu le dis, quand tu as des clients aussi fortunés, tu peux pas commencer à dire non, mais je suis à mon début de parcours, donc s'il y a une erreur chez le notaire, c'est pas très grave, ça se passe pas exactement de la même manière. Mais toi, en immobilier, justement, à ce moment-là où tu débutes et où, parce qu'on va pas se mentir, ou si tu es dans l'immobilier de luxe, ça demande quand même une certaine expertise. On en demande plus que dans l'immobilier classique, même si dans l'immobilier classique, il faut quand même avoir un certain niveau de connaissance. Quel a été pour toi, tu dirais, ton unfair advantage de ton côté, ou que tu as pu utiliser par la suite pour convaincre les gens, justement? Est-ce que ça a été de te remettre totalement en question, ou est-ce que tu avais quand même une certaine expertise, ou les gens qui t'accompagnaient? Alors je suis pas dans l'immobilier de luxe, hein. Maintenant, je suis vraiment dans l'immobilier tout court. Tout à fait. Mais j'ai commencé en résidence secondaire, mais c'était pas ultra luxe, hein. Alors oui, j'ai eu la chance là où j'ai débuté vraiment de travailler avec des beaux objets, mais j'étais pas dans le luxe absolu. Maintenant, effectivement, sur Internet, donc quand j'ai commencé à faire mes vidéos, moi, j'ai simplement commencé à parler du marché immobilier global parce qu'en fait, si tu veux, quand j'ai débuté moi dans l'immobilier, je trouvais aucune information nulle part et c'était une grosse Ouais. frustration pour moi. Donc j'ai décidé que j'allais la partager moi-même d'une fois que j'aurai mon brevet fédéral. Donc c'est clair que j'ai attendu par contre d'être crédible Ok. et d'avoir l'expertise suffisante et même ce papier-là qui te dit ok bon bah maintenant tu peux dire que tu es un expert en estimation immobilière avec brevet fédéral. C'est un titre hein, qui est donc protégé hein, en Suisse. Et donc, à partir du moment où j'ai pu avoir ce diplôme-là, bah, je me suis senti légitime déjà et crédible de pouvoir délivrer du contenu sur l'immobilier parce que c'est un domaine que je maîtrise maintenant. Et voilà. Donc, et en fait, je me suis assez vite rendu compte que toutes les personnes qui. J'ai jamais eu. La seule crainte que j'avais quand j'ai commencé à faire ça, c'est comment vont réagir les professionnels de l'immobilier. Est-ce que tout d'un coup, ils vont me dire, mais Ouais. ce gars, il dit n'importe quoi et ils vont me descendre. Et en fait, j'ai jamais eu aucune critique de qui que ce soit de professionnels de l'immobilier. En fait, toutes les critiques et les haters que j'ai sur les réseaux sociaux, parce que j'en ai évidemment comme tout le monde, c'est soit des Français qui pensent que je parle de la France et du coup je dis n'importe quoi. Mais évidemment, je parle pas de la France, mais vu qu'ils vont pas chercher plus loin, ça s'arrête Ouais. là. C'est malheureux pour eux, mais ma foi, moi, je m'en fous. Et c'est pas du tout pertinent pour moi, donc, parce qu'effectivement, ce que je dis, ça concerne que la Suisse, donc ça concerne pas la France. Et les marchés immobiliers sont très différents l'un de l'autre. Donc ça, c'est le premier élément. Et les deuxièmes haters que je pourrais avoir potentiellement en Suisse, là, pour le coup, c'est des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et qui me disent que je sais pas parce qu'ils connaissent pas. Donc ça non plus, ça me touche pas tellement. Et je regarde ça un peu de loin et ça me fait plutôt mal au cœur pour eux. Donc c'est tout. Donc effectivement, j'ai attendu d'avoir l'expertise suffisante. Mais dès que j'ai eu l'expertise, par contre, j'ai pas attendu. J'ai reçu mon brevet fédéral le 1er juin 2022 et le 1er juillet 2023, je postais 3 vidéos par jour. Donc voilà. Ok, excellent. Oui, bah, de toute façon, les deux personnes qui ne t'aiment pas, comme tu viens de le dire, c'est pas non plus dans ta cible, donc ça t'importe peu, j'ai envie de dire. Et comme tu dis, il y a différentes différences entre l'immobilier français et suisse. Je serais curieux de savoir un petit peu les particularités de l'immobilier suisse, parce qu'on entend peut-être
un peu moins parler, ou simplement parce que je m'y intéresse forcément un peu moins, vu que théoriquement mon premier investissement sera en France, c'est logique que je m'y intéresse plus là-dessus. Mais quelles sont un peu, selon toi, les grosses différences qu'on a avec la France, ou en tout cas les particularités suisses? Alors, bon, on a plusieurs particularités. Déjà, le système fiscal ne fonctionne pas à la même chose, hein. Donc, vous avez ce qu'on appelle les SCI qui n'existent pas en Suisse, Tout hein. à fait. Donc, Ouais, ok. nous, c'est simplement des SARL ou des SA que vous appelez SAS, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, SARL ou SA qui font de l'immobilier. Donc, c'est pas une société différente, c'est simplement le but de la société qui est différent, mais l'imposition est identique. Ensuite, on a surtout un système d'endettement qui est complètement différent avec la France. Ça veut dire qu'en Suisse, on rembourse jamais sa dette. Et ça, c'est une particularité que les Français comprennent pas. Et d'ailleurs, que le monde comprend pas vraiment, parce que la Suisse, c'est un peu unique par rapport à ça, hein. Donc, si tu veux, les banques ont tellement confiance dans le marché immobilier suisse qu'à partir du moment où elles te financent à hauteur de 80%, à partir du moment où elles te financent à hauteur de 80%, elle part du principe que, donc 80%, pardon, elle part du principe que tu vas, c'est ce qu'on appelle il y a deux enfin, dans l'endettement, il y a deux, dans la dette que tu contractes avec la banque, il y a deux rangs, c'est comme ça qu'on les appelle, le premier et le deuxième Ok, rang. Le premier rang, c'est 65% de la valeur du bien immobilier, ok, et le deuxième rang, c'est du coup 15% de la valeur du bien immobilier, 65 plus 15, 80, hein. ok, Enfin 80. Et si tu veux, tu rembourses que le deuxième rang. Ça veut dire que le premier rang, tu le rembourses jamais en Suisse. Ça veut dire que 65% de la valeur de ton bien immobilier, tu peux le garder en dette ad vitam aeternam. Et ok, ça part uniquement du principe que, d'après les banques, et vu qu'elles ont confiance dans le marché immobilier suisse, le marché devrait jamais perdre plus que 35% de sa valeur. Donc, à partir du moment où tu es financé, tu as ton bien immobilier vaut 100%, et que tu as 65% de dette, la banque, elle est safe. Et au pire des cas, elle peut vendre aux enchères, elle récupérera ses fonds. Et ok. partant de ce principe, elle ne demande pas le remboursement complet. Mais du coup, tu peux rembourser, enfin, je veux dire, tu peux rembourser la totalité, ou il y en a, ils partent juste du principe qu'il faut pas, donc ils le font pas? Si tu veux rembourser, tu peux rembourser. Ok. Mais la majorité, du coup, ne le font pas alors? Ou si, quand La même? majorité ne le font pas uniquement parce que tu as des avantages fiscaux considérables quand tu ne rembourses pas ta dette, si tu veux. En Ok. étant endetté, tu as des avantages fiscaux, ouais. Ah, c'est L'État, bizarre, c'est... ouais, le système est fait pour être endetté en Suisse, hein. Il est conçu pour ça, mais c'est des bonnes dettes, hein. C'est des bonnes dettes. Donc, Oui, c'est sûr. on te... Et les taux d'intérêt sont relativement faibles en Suisse. Aujourd'hui, on est à 2,5. Et on était pendant très longtemps, bon, bah, comme en France à peu près, hein. Je sais qu'en France, c'est aussi relativement bas. On était à 0,8. Ouais, nous, on En était à France, aussi 1,20, je était crois, sur 1% les... Ouais, c'est ça, on était à Ah, ouais. 1,20, si je dis pas de bêtises, sur les 20, 25, si je dis pas de bêtises. Et là, Voilà. on explose le plafond, et là, vous êtes bien en dessous, là, par contre. Ouais, alors aujourd'hui, ouais, donc on s'est très bien maintenu parce que l'inflation était très bien gérée ici, parce que le franc suisse est fort. Donc on a beaucoup de chance par rapport à ça. Et c'est clair, du coup, le marché immobilier tient très très bien en Suisse et les prix vont pas baisser, peut-être un poil, peut-être se corriger un petit peu, de l'ordre de 2 à 7%, quoi, mais ça descendra pas plus bas et ça dépend fortement des régions. Voilà. On a aussi un Ok, marché qui est très divisé en fonction des régions. Ça, c'est partout pareil sur Terre, mais on a un marché extrêmement micro-situationnel. Entre ok. les cantons, entre les régions, tu vois, à Genève, ça peut être vite 3-4 fois plus cher que ailleurs dans d'autres régions un peu plus rurales, hein. Donc ouais, c'est des grosses différences. Ouais, là-dessus, c'est un peu comme en France. Forcément, si t'achètes au milieu de la Creuse et à Paris, le mètre carré va pas du tout être le même. Mais c'est intéressant. Et du coup, comme les crédits ont l'air un peu plus attractifs, et surtout le fait que t'es pas obligé de tout rembourser, est-ce que aussi son accessibilité est plus facile, ou est-ce qu'il faut mettre plus d'apports? Comment ça se passe à ce niveau? Non, non, l'accessibilité est clairement pas plus facile. On est un pays de locataires, hein, en Suisse. Donc il y a un tiers de propriétaires et 2 tiers de locataires, hein, plus ou moins, Ok, sur le territoire. Donc c'est extrêmement bas. Typiquement à Genève, il y a 18% de propriétaires et quand ouais, même 82% de locataires. Donc c'est très faible. Et l'accessibilité est compliquée parce que, un, on est obligé d'avoir des fonds propres pour acheter. Donc ça n'existe pas, des ok, financements à 110%. Ça n'existe pas en Suisse. Et donc, c'est minimum 20%. Et ça, c'est pour une résidence principale. Si tu vas chercher un bien de rendement, ce sera un petit peu plus. Si tu vas chercher du commercial, de l'industriel, c'est plus risqué, ce sera encore plus. Et donc, il faut avoir des fonds, hein. Et puisque le système d'endettement est si particulier qu'il n'y a pas besoin de rembourser sa dette, si tu veux, la charge annuelle, par contre, est beaucoup plus faible, dans le sens où déjà les taux d'intérêt sont bas et
l'amortissement est très faible parce qu'on rembourse sa Ok. dette pendant 15 ans à hauteur de 1% par an, vu qu'on rembourse 15%, hein. Donc, c'est très faible. Typiquement, tu vois, tu achètes une maison à 1 million, tu vas rembourser 10 000 francs par année pendant 15 ans. Ok. Donc, c'est extrêmement faible par rapport à ce qui se fait en France, où vous avez un amortissement complet du coup de 4-5%, hein, ça dépend. Ouais, Si c'est c'est en 20 ça. ans, 5% par année. Mais pendant 20 ans, du coup, et après, il n'y a plus de dette. En Suisse, ça n'existe pas. On rembourse un tout petit peu, et ensuite, après, on reste endetté. Donc, la grosse problématique de ce système-là, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas la dette, Mhm. malheureusement, ne supportent pas la dette privée. Et donc, pour eux, c'est compliqué de vivre dans un système comme le système suisse. Parce que si tu veux, la dette, en Suisse, mais ça de manière générale plutôt, hein, repose plus sur les personnes privées que sur l'État. Donc on a un État qui est très faiblement endetté par rapport aux pays autour de nous. Mais par contre, à Tout à titre fait. privé, on est très fortement endetté. Parce que typiquement, tu achètes une maison, mais à hauteur de, il me semble que c'était entre 200 et 250% du salaire. Mais en gros, et donc c'est extrêmement haut. Mais si tu vois, si tu achètes une maison aujourd'hui en Suisse en dessous d'1 million, ça n'existe quasiment pas. Euh, Ouais. donc, donc ouais, tu vois, tu fais vite une dette qui est entre 800 000 et 1,2 million, 1,3 million, 1,5 million. Donc voilà, c'est des grosses dettes que tu maintiens, mais qui sont pas mauvaises. Mais voilà. Tout à Pour fait, quelqu'un c'est qui sûr. ne Ouais. supporte pas la dette, c'est compliqué. Ouais, donc l'accessibilité à l'immobilier en Suisse, surtout, j'imagine, dans les cantons un peu plus recherchés ou les villes plus recherchées, c'est, comme tu dis, quasiment impossible à y accéder, malheureusement. Et forcément, du coup, il y a plus de locataires. Et est-ce que tu penses que ça impacte le fait que les particuliers essayent d'investir aussi pour, par exemple, en France, tu vois, on voit souvent ça, c'est un petit peu l'adage, c'est investir en immobilier pour préparer sa retraite. Et de plus en plus de personnes s'informent sur le sujet en France et essayent de s'échapper entre guillemets par ce système-là, c'est-à-dire essayer de prendre un crédit, y investir tout en ayant par exemple une résidence principale. Est-ce que tu vois ce même mouvement en Suisse où c'est tellement compliqué parfois d'accéder déjà à sa résidence principale qu'il ne s'intéresse même pas à l'investissement en tant que particulier, je parle donc qui gagne un salaire moyen? La grosse différence, je pense, entre la Suisse et la France par rapport à ça, c'est que, disons que dans la tête des jeunes, en tout cas avant que j'arrive, bon, là, j'essaye de changer un peu ça, mais dans la tête des jeunes, c'est tellement inaccessible qu'ils ne se posent même pas la question jusqu'à leurs 40-45 ans. Et c'est littéralement ce qu'on m'a dit à moi à plusieurs reprises. C'est de toute façon l'immobilier en Suisse, moi, euh, être propriétaire, j'y réfléchis même pas jusqu'en tout cas 35 ans. Et bon, Ok, ça, je trouve un peu dommage parce qu'au final, quand tu réfléchis bien et tu as les bonnes informations, tu as des solutions. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très très loin dans la tête des gens, en tout cas au début. Et du coup, c'est un peu, en tout cas, disons, dans la tête des gens, ou de manière générale, c'est réservé à une élite, mais vraiment réservé à une élite parce que c'est juste qu'il n'y a pas d'informations. Les gens n'ont pas les informations. ok, c'est dommage, parce que j'ai l'impression qu'en France, même si, tu vois, par exemple, je peux parler avec mes amis ou même des personnes plus âgées, quand on parle d'immobilier, tu sais, c'est toujours on sacralise la chose, on dit toujours des grosses sommes ou des gros échecs, des grosses pertes ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, notamment le contenu aide, hein, on va pas se mentir, sur Internet, comme des personnes comme toi ou en France, on a eu notamment Christopher Wangen qui a vu sa chaîne exploser, Yann Darwin, des choses comme ça, qui ont permis de parler d'accessibilité à l'immobilier qui est quand même assez important. Et je pense et je trouve qu'en France, il y a de plus en plus de jeunes qui voient la possibilité d'investir en immobilier. Tu vois, je suis à des repas entre collègues ou par exemple, il y a des frères, des personnes que je connais pas, ça parle immobilier, ça se demande comment est-ce qu'on peut investir, louer, des choses comme ça. Donc en France, j'ai l'impression que c'est en train de changer, même si on va pas se mentir, ça reste quand même une toute petite partie de la population. Et toi, comment on va plus côtoyer des personnes qui sont ambitieuses et qui vont pour investir, donc forcément, ça biaise un peu l'information. Mais j'ai l'impression, justement, et même de par les explosions de ces chaînes, qu'en France, c'est peut-être l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait que c'est possible, et je pense de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'avant, comme toi, on pensait que c'était 40, 50 ans si vous voulez vraiment acheter. Maintenant, on sait que même si tu as une vingtaine d'années, tu vois, on a plein de youtubeurs français qui ont même investi, je sais pas si vous avez ça en Suisse, avec des prêts étudiants. Et en France, il y en a, ils ont utilisé des prêts étudiants. J'y ai d'ailleurs moi-même réfléchi, mais je ne l'ai pas fait au final, pour investir en immobilier, par exemple. Donc maintenant, même les plus jeunes s'y intéressent et se demandent comment faire et trouvent parfois des solutions. Ouais, bon, ça, tu oublies en Suisse, hein, c'est pas envisageable. Tu peux pas le faire, mais complètement, ça reste plus. Alors, par contre, on a encore. L'immobilier français attire quand même quelques Suisses. Ça aussi, donc surtout à côté J'imagine. vers Genève, bien évidemment, où là, tu fais littéralement 40 minutes de route et tu as des prix qui sont divisés par 5, 6, quoi.
Donc évidemment, c'est plus accessible. Maintenant, les banques suisses ne financent pas en France. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en France, ça reste quand même le franc suisse est quand même très très fort. Et les gens s'inquiètent un peu pour l'euro quand même en Suisse. Ouais. Et voilà, tout ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, ça rassure pas vraiment les Suisses. Donc en fait, aujourd'hui, moi, j'ai surtout de plus en plus de Français qui me demandent comment ils peuvent acheter en Suisse que l'inverse, disons. Ouais, ça m'étonne Après, bon, pas parce peut-être que parce que je suis la personne de référence plutôt pour acheter en Suisse, quoi, aussi, j'imagine. ouais. Mais ouais, quand même. Ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, tu vois, j'ai pas de grand nom d'immobilier suisse qui parle notamment sur YouTube, hein, j'entends par là. Il y a pas, je n'entends pas de Christopher Wangen suisse, des choses comme ça, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis je te rassure, même de l'autre côté de la frontière, quand tu es en France, nous-mêmes, on n'est pas rassurés sur ce qui se passe sur certains aspects. Donc c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui cherchent à s'expatrier. Et c'est vrai, du coup, tu trouves qu'il y a pas mal de Français qui essayent d'aller vers la Suisse. Je sais que c'est une tendance déjà générale, hein, ne serait-ce que les frontaliers qui vont travailler en Suisse, mais même les Français de manière globale essayent d'y investir plus en ce Ouais, moment. moi, ça m'arrive régulièrement. Ouais, 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 toutes les semaines. Non, non, toutes les semaines, j'ai contact. Après, il faut voir sur la masse de personnes. C'est rien hein, Évidemment. pour la France, mais j'ai quand même toutes les semaines des personnes qui, en tout cas des Français qui sont un peu fortunés, qui en ont marre quand même aussi, peut-être depuis 50-60% d'impôts, Ouais. qui se disent, bon, voilà, il n'y a pas des alternatives, quoi. Et qui s'inquiètent un petit peu sur ce qui est en train de se passer, sur les mouvements un petit peu extrêmes quand même, de temps en temps. Donc, ils veulent déménager en Suisse. Mais c'est plutôt des personnes qui sont un peu fortunées et puis qui préféreraient investir ici et qui se déplacent. Par contre, ils doivent déménager en Suisse. Un Français ne peut pas acheter en Suisse de l'immobilier résidentiel pour de l'investissement. Ok, c'est intéressant. Donc la personne est obligée de devenir résident suisse alors. Mm. Ouais, si tu veux, à partir de 1983, on a une nouvelle loi qui s'appelle la LFIE. Bon, après, une nouvelle loi, Ok, ça fait quand même 50 ans, 40 ans, mais c'est la loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Et en fait, c'était simplement pour protéger le territoire suisse de l'emprise au sol des personnes domiciliées à l'étranger. Justement parce que la Suisse étant quand même relativement stable, avec une monnaie qui est très stable, avec quand même une politique qui est très très stable. Donc, ça attire évidemment des gens qui, justement, veulent placer des capitaux. Et on a protégé le marché immobilier suisse comme ça pour éviter justement des explosions de prix à travers le hmm, territoire. Parce qu'il y a eu un début de spéculation très important entre les années ok, 70, 70 et 80. Donc, pendant ces dizaines d'années-là, il y a beaucoup de lois qui sont mises à jour, rajoutées pour protéger la spéculation et le marché immobilier suisse global, dont cette loi, qui du coup interdit toute personne domiciliée à l'étranger d'acheter de l'immobilier résidentiel euh, euh, dans certaines régions. Donc en fait, il y a la possibilité d'acheter dans quelques régions très spécifiques en Suisse qui s'appellent des localités touristiques, typiquement des ok. verbiers, des Grands Montana, donc des stations de ski. Donc c'est vraiment pour des résidences secondaires, mais par contre, disons que c'est pas du tout prévu pour de l'investissement immobilier résidentiel, hein. Et c'est limité à un bien immobilier par tête sur le territoire en Ok, Suisse global, hein. Pour te dire, on est ok, limité à d'accord. 1500 ventes par année. 1500 ventes par année sur le territoire en Suisse à des personnes domiciliées à l'étranger. Après, on ne peut plus vendre plus que ça, quoi. Ok, c'est intéressant. C'est vrai que je ne savais pas du tout cet aspect-là. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, bah, comme tu dis, si d'un coup tu as les Russes, les Américains et toutes ces choses-là qui viennent envers ton territoire, surtout, bah, on le voit de notre côté, tu prends la Côte d'Azur qui avait explosé durant les dernières années parce que les résidences secondaires, moi je suis dans une partie très touristique vers la Provence, Luberon, tout ça, et Gordes, et forcément, bah, ça se voit, tu as beaucoup de résidences secondaires, des Américains qui achètent par millions, des Africains du Sud, des choses comme ça, forcément, ça fait monter les prix drastiquement, surtout la Suisse, parce que j'imagine les gens ne viennent pas rechercher que ça, ils viennent chercher aussi une certaine sécurité, une fiscalité et aussi un cadre de vie qui est quand même assez exceptionnel quand tu es entouré de montagnes, etc. C'est quand même un cadre assez sympa, même si je suis pas allé, je peux me douter de ce que c'est, vu que j'étais pas très loin. Mais du coup, c'était ma question aussi que j'avais. Je pense que tu y as répondu, c'est que je me demandais alors si un Français aurait pu emprunter en France pour investir en Suisse. Et du coup, à mon avis, c'est que la banque suisse si ils deviennent résidents suisses. Complètement. Complètement. Et si tu veux, en fait, la problématique de cette loi, ou ce qu'elle veut chercher surtout, c'est l'origine des capitaux. Donc, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de magouilles au départ de cette Tout à loi, fait, avec ouais. des espèces de création de sociétés, avec des administrateurs suisses, mais le financement derrière est complètement étranger.
99,99%. Enfin bref. Donc évidemment, il y a eu des tentatives de dérogation à cette loi parfaitement illégale, et ça s'est mis à jour, et ça s'est rendu, c'est devenu très strict. Donc aujourd'hui, si tu veux, le nerf de la guerre, c'est que tu dois prouver l'origine des capitaux et d'où ça vient, Ok, et d'où ils proviennent, quoi, tout simplement. Donc c'est plus aussi facile qu'avant, et tu peux pas tricher. Tu peux plus tricher. ok. Ouais, Voilà. de toute façon, en Suisse, vaut mieux pas essayer de tricher, je pense. Bah, ça C'est va, pas ça le meilleur dépend, hein. pays. Ça dépend, mais effectivement, après, il y a des lois un peu, il y a des lois un peu contraignantes, un peu extrêmes aussi, des fois qui vont trop loin. Mais effectivement, en tout cas, pour cette question-là, non, c'est impossible de tricher. Ok, Tu en poses la parlant de question, loi je pense, qu'une semaine. contraignante, ok, ok, intéressant. Bon, de toute façon, il vaut mieux pas tricher, hein. Restez dans le cadre légal, au moins, vous êtes sûr que vous pouvez dormir tranquillement le soir. Mais du coup, en parlant de loi contraignante, d'ailleurs, on en parlait sur le tout premier épisode qui est sorti du podcast avec Bruno Léris, c'est notamment autour des locataires. On disait en fait que tellement qu'ils sont protégés en France, c'est-à-dire que tu as la période hivernale, tu as aussi tout ce qui va être protection si tu as un enfant handicapé, si tu es une mère célibataire avec un enfant seul, que ça devient quasiment impossible pour le propriétaire d'expulser quelqu'un si celui-ci ne paye plus son loyer. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment une protection très très forte autour du locataire et très faible envers le propriétaire. Est-ce qu'en Suisse, c'est à peu près la même dynamique? Ou est-ce que c'est quand même plus simple d'expulser quelqu'un qui serait pas dans les clous, qui arrêterait de payer ou autre? Alors, c'est certain qu'en droit suisse, le locataire reste la partie faible, le propriétaire la partie forte. Donc, Ok, le locataire est protégé. On a le code des obligations qui explique toutes les spécificités du droit du bail, d'accord? Tout le droit du bail est dans le code des obligations. Et après, on a des lois annexes et des ordonnances qui viennent se greffer à cette loi pour la compléter. Et là, on a beaucoup de différences entre les cantons, notamment parce qu'il y a plus ou moins une pénurie de logements en fonction des cantons. À Genève, par ok, exemple, le locataire est très protégé parce qu'il y a très peu de logements disponibles. oui, j'imagine. Donc, c'est très, très compliqué de trouver un logement. C'est un petit peu comme Paris, hein. La concurrence est très forte. Là, il y a une protection de locataire plus importante. Maintenant, le locataire est protégé tant qu'il paye son loyer, surtout. Ça, Un locataire qui ne paye pas son loyer, par contre, est beaucoup plus facilement expulsable que la France. ok, bah, je sais que si ça peut durer jusqu'à 2 ans, il me semble, des procédures. Donc c'est vrai que 2 ans sans... Si t'as quelqu'un chez toi pendant 2 ans et que tu dois payer ton crédit, sachant que c'est pas que des multimillionnaires qui investissent en France, mais aussi des particuliers qui veulent juste se construire une retraite, ça peut vite faire mal. Donc ça, c'est intéressant de savoir que c'est plus facile en Suisse, en tout cas. Complètement, ouais, ouais. Si c'est fait correctement, entre 3 à 5 mois, Ok, c'est réglé. Et normalement, si tu as fait les choses correctement, tu devrais pouvoir récupérer tes loyers. Donc bon, non, le risque économique là-dessus est beaucoup plus faible, ouais, certainement en Suisse qu'en France. Après, j'ai entendu effectivement cette particularité où en France, le locataire est quand même passablement protégé. Mais bon, je ne sais pas non plus les petits détails. oui, forcément. Chaque cas est différent déjà. Ok, intéressant. Et justement aussi sur ce niveau-là, en France, tu vois, tout ce qui est location courte durée est de plus en plus un peu tapé sur les doigts, tu vois, notamment les grandes villes comme Paris, Bordeaux, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mairies estiment qu'en fait, ça prive de logement les locaux. Pourquoi? Parce que soit, eh bien, c'est un logement entre guillemets vacant, parce que c'est pas quelqu'un qui habite à l'année, c'est pas quelqu'un qui va y développer son travail ou autre qui peut y habiter, mais plus du tourisme. En plus de cela, ça veut dire que c'est des investisseurs majoritairement qui achètent ces biens-là pour en fait mettre de la location. Donc ça fait augmenter directement le prix en fait du loyer, enfin pas des loyers, mais plutôt du bien. Donc que ça soit chez Bordeaux, Paris ou autre. Ils font en ce moment une guerre contre Airbnb, toutes ces choses-là. Est-ce qu'en Suisse, c'est la même chose ou est-ce qu'on continue un peu de prôner cette location courte durée ou est-ce qu'on commence petit à petit à sévir aussi un petit peu sur ce niveau-là? Parce que ça, en France, je sais que c'est vraiment dans le projet, c'est de taper de plus en plus sur cette location courte durée, justement. Ouais, ouais, en Suisse, c'est beaucoup moins répandu, hein, beaucoup moins répandu. Et effectivement, il y a des restrictions, bien sûr, à Genève, Lausanne, dans les villes qui sont en pénurie de logements. Il y a des restrictions en termes de nombre de nuitées que tu peux offrir en courte durée, c'est clair. Mais après, le marché de la location courte durée, il est quand même beaucoup plus limité en Suisse qu'en France ou ailleurs, hein. Typiquement, on a beaucoup entendu parler de Budapest aussi, hein, avec des locations courte Ouais, durée extrêmement rentables, avec des 30% de rentabilité. Mais bon, qui s'est arrêté net avec le Covid aussi, accessoirement. tout à fait. Mais en Suisse, on n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a un tourisme qui est très local, hein, puisque le franc suisse est très très fort, premièrement, et que c'est très cher.
Donc en gros, il y a quasiment que le Suisse qui peut se permettre de voyager en Suisse. Donc qu'est-ce qui se Mmh. passe? Le tourisme, il est très internalisé dans le pays. Et donc on a beaucoup moins de Airbnb parce que voilà, c'est pas le tourisme suisse, c'est pas le tourisme français, c'est clair, hein. Ouais, et puis j'imagine ça va être surtout sur les grandes villes. Genève, forcément, t'en trouveras plus facilement, ou peut-être dans les stations de ski assez réputées, parce qu'il faut bien que les gens se logent, mais ce sera surtout pas dans les petits cantons, ça c'est sûr. Ouais, j'imagine Surtout bien. station de ski, bien sûr, ouais. Ouais, ok, c'est intéressant ça. Et toi, de ton côté, au niveau de tes investissements, justement, tu me disais que tu variais un petit peu quand même dans ton immobilier. Est-ce que tu as une stratégie qui est plus de location longue durée, c'est-à-dire juste pour des personnes qui travaillent et qui ont besoin d'un logement, ou est-ce qu'aussi tu as de l'exotique, c'est-à-dire courte durée dans des stations de ski ou autre, ou est-ce que tu as plus une stratégie un peu plus focalisée? Non, non, alors je suis investi dans des, ouais, principalement résidentiels, mais là, en matière de, je viens d'obtenir une autorisation de construire pour un immeuble de 9 logements. Donc Ok, voilà, ça c'est du développement immobilier. Pour la partie autrement investissement, donc on a acheté récemment, j'ai acheté avec deux confrères récemment un immeuble il y a 3 semaines, un immeuble commercial mixte. Donc il y a des commerces au rez-de-chaussée, dessus il y a des logements. ok, Euh, et voilà. Par contre, jamais de Airbnb. J'en ai jamais fait. Moi, je prône pas du tout la location courte durée. Franchement, ça ne m'intéresse pas. En plus, d'un point de vue financement, c'est très contraignant. Donc, la banque ne prend pas en considération des revenus qui sont générés par Airbnb. ok. Et voilà. Donc, pour le track record, même bancaire, c'est pas bon. Donc, ouais. Moi, si tu vois quelque chose plutôt de l'investissement à long terme, moi, je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça en Suisse. Et quand tu as compté l'entretien et les charges euh, euh, et, euh, et les problèmes que tu peux rencontrer. Franchement, Forcément. j'arrive parfaitement à comprendre pourquoi Budapest c'est rentable parce que tu as une clientèle internationale et puis quand tu loues à l'année, bah, c'est que pour des personnes sur place ou des étudiants. Mais par contre, en Suisse, je ne comprends pas. Donc, Ouais. il y a une différence qui est si faible entre ce que tu peux générer avec la location euh, euh, longue durée et la location courte durée Airbnb que ouais, peu d'intérêt. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, de toute façon, chaque marché a ses spécificités. Et tu parles souvent, du coup, d'associés quand tu investis. Est-ce que toutes tes opérations ont été faites avec des associés ou est-ce que tu as aussi des opérations personnelles? En France, je ne sais pas si c'est la même chose en Suisse. On parle notamment de nom propre. Tu sais, un salarié qui emprunte sur, on va dire, bah, il gagne 1 800 euros. Donc, il emprunte sur ces 1 800 euros-là pour investir en immobilier. Est-ce que tu as fait des opérations comme ça ou tu as directement et tu n'as fait que avec de l'association? Non, j'ai commencé tout seul, moi. J'ai vraiment commencé avec de l'achat-revente. Ok. J'ai acheté des petits appartements parce que vu que je viens du domaine de l'électricité, je connais la construction. Donc Tout à j'ai fait. commencé avec des petits achats-reventes très faciles, hein. J'en ai fait 3 enchaînés. Et en fait, après, j'ai pu m'associer avec la personne qui m'a donné la chance au tout début là, pour débuter. Il a vu que ça fonctionnait et que voilà, c'était sympa. Donc j'ai pris ça pour pouvoir dupliquer cette activité. Donc vraiment, j'ai saisi cette opportunité de m'associer avec lui. Mais bon, pour le coup, on faisait moite-moite économiquement et c'est moi qui faisais tout le travail. Donc, c'est pas 100% faire. Mais évidemment, bon, là, j'étais redevable aussi et parfaitement reconnaissant de là où j'en étais grâce Forcément. à lui. Enfin, bref. Et du coup, j'ai développé ça. Donc, vraiment, l'activité de achat-revente où j'en ai fait beaucoup après parce que voilà, j'ai utilisé des capitaux aussi externes pour faire ça. Ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Et après, par contre, là, à partir de ce stade-là, j'étais associé. Et là, je suis quasiment associé dans tout ce que je fais. Donc non, j'ai quand même encore quelques appartements où je suis seul, mais je suis très associé donc dans plein de projets différents. Aussi parce que ben voilà, en termes de temps, chacun peut apporter des compétences et du temps et de l'énergie dans les projets. Et puis économiquement, on peut aussi répartir le risque. Et puis voilà, j'aime bien faire ça avec des autres personnes que j'apprécie, quoi. C'est aussi ça la beauté de l'immobilier. Ok, c'est intéressant. Et du coup, justement, ça, à ce niveau-là, parce qu'on sait en immobilier, c'est hyper important le réseau, vu que il y a en France, ou j'imagine en Suisse, c'est la même chose, on parle d'off-market, on a besoin de trouver aussi des opportunités, ou même parfois, eh bien, ça permet de lever plus de capitaux, ce qui est logique, ou avoir une expertise qu'on n'avait pas à la base. Toi, en Suisse, ou même des astuces qui peuvent s'implémenter en France pour une personne qui, voilà, il se dit, je veux commencer à investir en Suisse, ou me construire un réseau autour de l'immobilier même en France ou en Suisse, peu importe, ça dépend les gens où ils nous regardent. Comment est-ce que toi, tu as fait pour créer ce réseau-là? Comment tu conseillerais aux personnes de commencer à créer ce petit réseau
pour évidemment faciliter, les procédures. J'entends par procédure, non pas procédure administrative ou autre, mais faciliter en fait son premier achat et trouver directement plus, des personnes qui ont des connaissances là-dedans. Alors en fait, pour faire ça, j'ai développé cette communauté, hein. Donc c'est clair, tous les membres du programme d'accompagnement que j'ai sont connectés ensemble. Donc aujourd'hui, on est 600, donc il y a 600 personnes quand même qui se partagent des informations, qui sont dans les mêmes régions. J'ai des personnes qui vont boire des verres ensemble, qui font des projets ensemble. Donc je suis très content par rapport à ça, c'était mon objectif de base, hein. C'est aussi de mettre en relation tout d'un coup quelqu'un qui a plus de fonds et quelqu'un qui a plus de temps. Ok, et ils peuvent bosser ensemble. Donc voilà, c'était ça mon objectif. Et puis, c'est assez réussi, donc je suis content. Et puis on va continuer de développer ça. Mais c'est clair qu'après, quelqu'un qui veut s'associer avec une autre personne pour de l'investissement immobilier doit faire ses preuves. Moi, c'est sûr que tu vois, j'ai commencé avant de m'associer, hein, dans quoi que ce soit, j'ai commencé par le faire moi. Donc ça veut dire Tout à fait. que, et puis avant de l'enseigner, si je peux l'appeler comme ça, j'ai aussi commencé par le faire moi. Donc ça veut dire que tout ce que je dis et tout ce que je fais à travers les réseaux sociaux, évidemment, c'est toujours corrélé avec quelque chose que j'ai fait moi. Donc, soit je l'ai vu de très très près et j'y ai participé, soit c'est une réalisation que j'ai fait moi, soit je l'ai vu en cours, par exemple, quand c'est des trucs un peu plus techniques, vraiment qui se font pas souvent, même pas en matière d'investissement, mais en matière d'immobilier pur, global, hein. Donc voilà. Mais ouais, il faut commencer par faire ses preuves. Disons que les 3 premiers investissements que j'ai fait moi où j'étais seul et j'ai chaque fois réussi l'opération. Au bout d'un moment, voilà, après, euh, l'argent vient à toi un peu, si tu veux. Quand, on voit que tu es Forcément, compétent, oui. c'est tout. Le plus dur aujourd'hui, c'est plus de trouver un bon deal que de trouver de l'argent, je dirais. OK. En tout cas, en Suisse, dans matière immobilière, ouais, c'est surtout ça. Alors, l'argent reste le nerf de la guerre quand même, mais trouver des deals, ça reste si tu as un bon deal, l'argent vient à toi. Tu vois, tu n'as pas Oui, besoin tu peux toujours trouver de le quelqu'un. chercher. Ouais, exactement. Ouais. C'est eux qui te trouvent, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. OK, intéressant. Et du coup, si tu dis que les deals sont peut-être plus compliqués à trouver en Suisse, est-ce que tu as déjà pensé la possibilité, ou peut-être pas du tout, d'investir aussi à l'étranger par la suite dans ta vision plus long terme, imaginons? Ou est-ce que tu aimerais vraiment concentrer tout sur la Suisse et rester dans ce pays-là que tu connais très bien du coup? Alors pas du tout, ouais. J'ai pas un franc investi en dehors de la Suisse, pour la simple et bonne raison que, bon, premièrement, je fais confiance à la Suisse à 100%, parce que franchement, je trouve que c'est extrêmement safe ce qu'on fait ici. On peut faire des très bonnes affaires quand on a les bonnes informations. Donc je fais parfaitement confiance à la Suisse et j'ai aussi, enfin, j'ai pas du tout envie de me défocus à aller chercher des opportunités à l'étranger. Et je reste convaincu quand même que si tu as pas quelqu'un sur place, déjà premièrement, c'est impossible. Si tu peux pas être expert du marché immobilier en Suisse et expert du marché immobilier indonésien, expert du marché immobilier à Forcément. Miami, expert du marché immobilier français, c'est pas possible. Donc déjà juste quand je vois en Suisse la complexité que c'est, et justement dans ma position à moi qui est très compliquée, ce qui est très compliqué, c'est surtout que tu vois, en Suisse romande, donc Suisse francophone, on a 6 cantons différents, et dans ces 6 cantons, on a plein de communes, hein, et plein de communes qui créent les cantons. Ça doit être, Tout à fait, oui. on doit appeler ça, je sais pas, les municipalités ou Des Ouais, certainement, il y a départements, régions, mairies. Et, ouais, mairie, ouais, aussi. ouais. Et en gros, chaque commune a des petits règlements à l'interne dans sa commune. Chaque canton OK. fonctionne différemment, que ce soit en matière fiscale, que ce soit en matière de transaction, que ce soit en matière de frais de transaction, on l'a vu avant, d'imposition. Donc voilà, les banques fonctionnent différemment, ce sont des cantons. OK. Et ensuite, on a des lois fédérales qui viennent englober le tout. Et en gros, on a des lois pour tout le monde, et après, on a des lois dans chaque région, et ça fonctionne différemment. Donc en fait, dans ma position, c'est très compliqué parce qu'on est 2 millions de francophones, et on a 6 manières différentes de faire l'immobilier, mais complètement différentes de faire l'immobilier. On a des trucs qui se font OK. à Genève qui se font pas du tout dans ma région. Et que je dis pas du tout, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Et c'est fondamentalement différent. Donc c'est déjà assez compliqué d'apprendre ça et de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les différences. Donc je me dis, purée, tu vois, la complexité de la Suisse, c'est le fédéralisme, et c'est ce que vous n'avez pas en France. C'est qu'en France, vous avez Ouais, une manière de faire l'immobilier pour 65 c'est millions ça. d'habitants. Et ici, on en a 6 pour 2 millions d'habitants. Donc c'est assez contraignant. Ouais, donc évidemment, en fait, quand tu y réfléchis bien, tu dois déjà te spécialiser dans un canton avant déjà d'aller dans l'autre, et c'est assez intéressant. Du coup, tous tes investissements sont dans un seul canton, toi? Moi, ouais, pour le moment, ouais. Dans le canton OK. que je maîtrise le mieux, donc dans ma région. Mais voilà, je suis pas du tout fermé à investir ailleurs. Il y a quand même des généralités, ça fonctionne la même chose. Et puis après, tu peux apprendre, hein, comment ça Tout à fonctionne fait, c'est sûr. concrètement. Donc, c'est ce que je le fais au quotidien. OK, intéressant. Et puis, pour revenir un petit peu sur les personnes que tu vois arriver en Suisse,
Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as déjà vu ou tu remarques peut-être un préjugé que les personnes ont, ou peut-être même à l'étranger, ils pensent tous qu'il y a une chose qui se passe en Suisse, mais qui n'est pas forcément le cas. Je sais pas si t'en aurais une, ça pourrait être intéressant, peut-être un petit fantasme que les gens ont sur la Suisse, mais qui n'est pas forcément dans la réalité, c'est pas les mêmes choses, etc. Ça serait curieux parce que je sais que la Suisse, quand il est jamais allé, c'est vite source de fantasmes autour de la fiscalité notamment, ou des avantages. Mais Bah, qui, c'est une quoi fois le sur fantasme place, que tu as de la Suisse, toi? bah, moi, le problème, c'est que j'y suis jamais allé, donc justement, sans y être allé, tu sais, t'as un peu c'est pas ce fantasme-là, mais t'as un peu le préjugé, surtout, je dirais c'est plus le préjugé, c'est un peu du Loup de Wall Street quand il part voir Gérard Depardieu, non pas Depardieu, Dujardin, excuse-moi, ouvrir son compte et aller faire ses magouilles en Suisse, t'as l'impression que tous les banquiers prennent les pots de vin de sous la table, etc., pour justement alimenter ce business-là. C'est vrai que c'est un peu cette image-là, je pense, on a aussi. Tu sais, on parle souvent simplement des comptes en Suisse. C'est simple, tu as juste à titrer, je dis n'importe quoi, Emmanuel Macron compte en Suisse. Tu sais que ton article, il fait des milliers de vues parce qu'on a cette image-là des comptes en Suisse. Tu vois que c'est le diable un petit peu, que c'est tous ceux qui veulent faire du paradis fiscal. Ouais, complètement. Et je vois parfaitement ce que tu veux dire. Alors ça, c'est assez utopique quand même. Il faut savoir que le secret bancaire est tombé, hein, donc ça fait quelques années maintenant. C'est resté très, Ouais. très ancré dans la tête des gens. Mais on reste quand même, et c'est sûr, un pays de banque et un pays de pognon, il faut le dire. Donc il y a quand même énormément, énormément de fric qui est brassé sur le territoire, notamment dans les banques, de manière générale, le système bancaire de manière générale, mais les assurances aussi. Donc voilà. C'est clair que. Et après, on reste quand même un refuge parce que géographiquement, on est quand même très bien placé pour l'Europe, Ouais, tout dans à un fait. sens, quoi. Et on ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, bon, on reste quand même un peu neutre, même si aujourd'hui, ça c'est un peu rediscuté, mais voilà. Mais ça reste assez safe, assez sûr. Fiscalement, on n'est pas un paradis fiscal du tout en Suisse, hein. Non, Euh, c'est sûr. donc, tout le monde paye des impôts ici. Par contre, c'est vrai que la fiscalité est quand même plus avantageuse qu'en France. Mais bon, après, ça, c'est pas si compliqué que ça. Vous êtes quand même les pires à ce niveau-là. Euh, mais, euh, mais voilà, ça reste Forcément. effectivement. Je pense que il y a pas les gens après retombent quand même vite sur terre. Peut-être quelque chose que les gens pensent, c'est qu'en Suisse tout le monde est super riche euh, et tout le monde gagne énormément. Il y a quand même des différences, hein, avec la France, notamment sur le salaire qui est Tout comparé à et qui est fait. mal comparé. Alors certes, quand même le pouvoir d'achat en Suisse est très bon. Ça, on va pas s'en plaindre, c'est certain. Mais par contre, euh, le salaire comparé entre la France et la Suisse est pas très bon parce qu'ici, on n'a pas d'impôt à la source. Ici, on n'a pas la sécu. Donc en fait, si tu veux, le salaire que tu compares et que tu reçois en Suisse, tu as plein de charges que tu dois payer après que Tout à vous ne fait. payez pas. Parce que le salaire que vous avez, vous, c'est le salaire que vous utilisez, quoi, en gros. Donc voilà. Et bien sûr que non, on reste quand même très avantagé sur cette terre. Et puis ça, j'en ai bien conscience, quoi. On a beaucoup de chance. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un autre cliché, je pense aussi, c'est notamment quand tu es vers Genève ou autre, c'est comme quoi les Suisses sont pas fans des Français qui leur volent le travail. Notamment pour les frontaliers, tu le sens, enfin, je sais pas si tu es vers Genève ou pas, mais tu sens un peu pas cette haine, mais simplement un peu voir les Français comme ils viendraient voler du travail ou profiter de la Suisse pour repartir après de l'autre côté sans réellement finalement financer l'économie parce que imaginons, toi, tu habites en Suisse, tu travailles en Suisse, donc qu'est-ce qui se passe? Ton argent retourne dans la Suisse, dans des commerces suisses ou autres, euh, qui n'est pas forcément le cas du coup des frontaliers. Les frontaliers, ouais, c'est un gros sujet. Bon, mais ça, c'est surtout concerné par Genève. Ouais, Moi, je pense pas que les Français nous volent du travail, étant donné qu'il y a le taux de chômage en Suisse, il est moins de 2%, quoi. Il n'y a pas de ouais, chômage en Suisse, ça n'existe pas. Tu veux chercher du travail, tu le trouves en claquant des doigts, hein, plus ou moins. Donc non, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais effectivement, moi, je suis moins concerné dans ma région par rapport aux frontaliers, mais c'est un gros sujet, ouais, ça c'est clair, à Genève. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas. A priori, pour le moment, c'est pas non plus un énorme problème. ok, Je sais pas, moi, ok, je suis beaucoup moins concerné par ça. Et le marché immobilier, en l'occurrence, n'est pas du tout concerné par ça. Euh, Par contre, effectivement, on a une immigration qui est importante en Suisse. Et ça varie, ça fait varier les prix de l'immobilier, bien sûr, et ça impacte le marché immobilier, parce qu'on ne construit pas suffisamment par rapport au nombre de personnes qui arrivent. Et quand je ok, dis nombre de personnes qui arrivent, c'est autant bon, à l'interne, donc naissance moins décès, on est à 10 000 personnes par année en plus sur le territoire.
Euh, Immigration moins émigration, on est à peu près 50 000 de plus par année, soit 50-60 000 de plus par année sur le Ok. territoire. Et puis après, quand tu rajoutes encore les divorces qui nécessitent du coup deux logements à la Oui, place de un pour le même nombre de personnes, ben, ça fait qu'on construit largement pas assez. Et c'est pour ça qu'on a une grosse pénurie de logements sur le territoire. Mais ok. effectivement, on a pas mal d'immigration d'immigration de la France quand même. Il y a pas seulement de Français qui déménagent en Suisse. Mais bon, ça, disons, on vous accueille volontiers parce qu'on a besoin de monde aussi, hein. On a besoin de monde sur le Forcément. territoire. Ok, d'accord. Ça suivait justement une des questions que j'avais, une des dernières questions, c'est par rapport aux personnes qui souhaitent avoir la résidence suisse. Est-ce qu'il y a beaucoup de complexité? C'est-à-dire, par exemple, tu vois, je me suis renseigné récemment sur Andorre, il y en a qui comparent ça comme une mini Suisse, on va dire, entre les montagnes avec un certain avantage et de plus en plus de personnes qui veulent s'expatrier, notamment ceux qui ont des plus gros patrimoines pour bénéficier d'avantages fiscaux ou autres. Je sais que là-bas, il y a certaines conditions. Limite, maintenant, c'est sur dossier. C'est-à-dire qu'il faut carrément pas avoir de casier judiciaire. Il faut, suivant si tu veux une résidence passive ou autre, etc. D'ailleurs, ça sera le lieu d'un prochain podcast que j'ai avec quelqu'un qui est expatrié là-bas. Est-ce qu'en Suisse, ils mettent aussi des conditions plus ou moins contraignantes, on va dire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut apporter un certain capital ou l'investir dans le pays? Est-ce qu'il faut simplement, comme l'Andorre par exemple, avoir un casier judiciaire vierge? Si je sais que tu n'es pas forcément spécialisé là-dedans, mais si tu as les quelques démarches que les gens devraient savoir, en tout cas le gros du panier, pour venir habiter en Suisse, qu'est-ce qu'il faudrait tout simplement? Ouais, alors si on prend l'exemple d'un Français, parce que les ressortissants européens, c'est beaucoup plus simple, hein, évidemment, que hors Union européenne, Tout à fait. notamment même pour l'acquisition de biens immobiliers. Typiquement, un permis B, c'est une personne qui arrive sur le territoire et qui travaille en Suisse. C'est un permis que tu as pendant 5 ans. Après, tu peux passer à un permis C, qui est étape supérieure, Ok, te rapprocher de la nationalité. Mais bon, ça prend pas simplement de temps en Suisse. Mais le permis B pour ressortissant européen te permet d'acheter de l'immobilier comme un Suisse quasiment, hein. Donc ça veut dire que tu peux investir, tu peux acheter plusieurs biens ok, immobiliers. d'accord. Voilà. Et quand tu es permis B ressortissant hors Union européenne, dans ce cas-là, tu peux acheter uniquement ta résidence principale. C'est beaucoup plus contraignant. Ok, d'accord. Donc voilà. Mais après, un Français qui veut déménager en Suisse, euh, bah pour obtenir ce permis B, bon, c'est très facile. Enfin, il suffit de trouver un travail ici, quoi. Si tu veux, l'idée derrière, c'est que tu dois justifier que tu peux générer des revenus ou que tu as suffisamment de rente pour pouvoir vivre sur le territoire sans l'intervention de l'État, quoi. En gros, on veut pas que tu viennes ici et qu'on doit te filer de l'oseille pour que tu puisses vivre. Ok, et j'imagine que si c'est un entrepreneur qui viendrait déménager en Suisse, il doit créer sa boîte en Suisse, forcément, s'il devient résident suisse, et pouvoir prouver peut-être avec des bilans de sa boîte aussi, j'imagine. Ouais, alors dans ce cas-là, je ne saurais même pas te dire comment ça fonctionne concrètement. Franchement, je sais pas. Franchement, Ok, je sais bah, pas de toute du tout. façon, pour cette partie-là, on n'est pas accrédité pour, donc allez vous renseigner si c'est le cas. Mais parce qu'on ne veut pas vous faire de bêtises. Mais non. En tout cas, c'est vrai que la Suisse, c'est toujours, tu sais, en tant que Français, on a toujours ce petit chose où on se dit, ah, peut-être la fiscalité un peu moins chère à côté de la France, avec peut-être aussi, parce qu'on va pas se mentir, en France, j'ai l'impression en tout cas, tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de monde dans le podcast des marketing des pays. Et la France, tu vois, ça perd de plus en plus. Soit tu as l'Estonie qui parle beaucoup aux digital nomades, tu as par exemple Dubaï qui parle beaucoup aux entrepreneurs qui peuvent être très flexibles, ou tu as même la Thaïlande ou autre. Et la France, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on commence à avoir un marketing négatif, c'est-à-dire qu'on parle que d'émeutes, on parle de manifestations. Bon, les JO, ça va peut-être rafraîchir la chose en espérant qu'ils soient bien gérés, parce que si c'est mal géré, ça va être encore la foire internationale pour la France. Mais j'ai l'impression qu'à mon avis, dans les années à venir, il y a de plus en plus de Français qui vont s'expatrier, et notamment en Suisse. C'est possible. Je pense que majoritairement les Français qui sont un peu fortunés, parce que c'est clair Mm. que si tu viens pour un avantage fiscal pur et que tu as une société, il faut qu'elle tourne un petit peu parce que Tout à fait, ouais. après, parce que le coût de la vie après en comparaison Mm. par rapport à l'avantage fiscal pur, c'est pas, tu vas pas faire des économies monstrueuses. Mais pour une boîte qui fonctionne bien, ouais, effectivement. Mais ouais, les contacts que j'ai avec des personnes, avec des Français qui sont en Suisse, c'est effectivement des Français qui soit travaillent ici maintenant, qui sont bien intégrés ici, ou alors des personnes qui bon, en ont marre un peu de ce qui se passe en France. Ça, c'est pour la majorité des gens qui viennent ici, ou alors des gens Ouais, qui sont un peu fortunés, effectivement. Notamment également pour l'impôt sur la succession, hein, tout à qui est fait. beaucoup moindre en Suisse.
Et donc là, on a quand même des Français qui vendent leur patrimoine français en France avant, en anticipation de leur décès, pour leur succession, et puis qui déménagent en Suisse pour après transférer cette fois le patrimoine liquide plus que de l'immobilier. Quand on parle d'immobilier. Ok, tout à fait. Super. Bah, écoute, j'ai une dernière question que je pose un peu à tous les invités. Donc, moi, c'est un peu plus complexe parce que du coup, tu es suisse, j'ai plus une audience majoritairement française. Mais on va plutôt partir sur l'audience suisse qui nous écoute. Comme ça te parlera plus. Quelle est la recommandation que tu pourrais leur donner s'ils aimeraient faire leur premier investissement immobilier? Pas forcément HRP, mais comme toi, tu es passé par là également, quel serait, et comme tu le dis, c'est peut-être plus compliqué dans la tête des gens d'imaginer qu'ils peuvent investir en Suisse. Quelles seraient les petites recommandations que tu pourrais leur donner, que ce soit en termes d'apprentissage, en termes d'action, en termes de fondation à mettre en place? Pour un Suisse qui veut investir, donc pour son premier achat En immobilier. Suisse, c'est ça, tout à fait. Ok. Ou un Français qui tout d'un coup voulait déménager en Suisse et investir. Ou si tu peux leur donner une idée, ça serait bien aussi. Ouais. Non, la première chose, pour tout premier investissement immobilier, l'élément fondamental, c'est la formation, c'est clair. Donc moi, je suis passé par là. D'ailleurs, j'ai fait 1 année et demie de courtage pur dans une région que je maîtrisais très bien avant de faire mon premier investissement. Donc j'ai acheté dans cette région-là. Autant dire que je connaissais tout par cœur. Je connaissais le nom des immeubles par cœur. Et j'ai investi personnellement 44 000 francs dans ma propre formation à moi. Tu vois, hors temps que ça m'a pris et hors déplacement, etc. Donc c'est clair que j'alloue beaucoup d'énergie, de temps et d'argent à la formation pour ma propre formation. Et je recommande aux autres de faire la même chose, tout simplement parce que c'est primordial. Et aujourd'hui, on a un marché immobilier qui s'est spécialisé, qui se complexifie. Comme je t'expliquais avant, on rajoute des lois petit à petit. Donc, depuis 1970, 1970 jusqu'à aujourd'hui, on a rajouté beaucoup de lois. Et genre, chaque 5-6 ans, il y a une loi qui vient être modifiée, il y a une loi qui est rajoutée. Il y a des nouvelles votations populaires. Il faut savoir qu'en Suisse, on vote pour toutes les lois qu'on a. On vote tout le temps. Donc, on a toujours des lois qui sont liées à l'immobilier. L'immobilier, c'est très politisé. C'est dans la tête de tout le monde parce que tout le monde est concerné. Tout le monde a besoin d'un toit. Donc, on doit être au courant de l'actualité et de l'évolution. Avoir de la formation continue et de la formation de base, c'est clair. Et à partir de là, quand tu maîtrises le marché immobilier, après, il te suffit de définir une région. Et quand tu as défini ta région, en maîtrisant le marché immobilier, tu sais ce que tu peux acheter et tu as défini ta région, il suffit de visiter, d'aller chercher des opportunités, de choper des contacts, soit à travers la communauté que j'ai réalisée, soit que j'ai mise en place, soit à travers des courtiers, des professionnels de l'immobilier qui sont sur le marché tous les jours, qui voient des opportunités tous les jours, qui peuvent donner des bons conseils, s'entourer de professionnels qualifiés, et puis c'est bon, il n'y a plus qu'à après. Ok, excellent. Ben, effectivement, déjà qu'on va investir en son propre prix et de former, c'est indispensable. Alors les Français qui aimeraient partir en Suisse, sachant comme on l'a vu lors de ce podcast, c'est pas exactement les mêmes lois ou c'est pas le même fonctionnement et entre cantons non plus, comme tu nous l'as dit. Évidemment, du coup, la formation va être indispensable. Et du coup, Edouard, pour les personnes qui aimeraient te retrouver ou même quels sont les services que tu pourrais leur proposer, quels sont, voilà, comment tu peux aider les gens qui écouteraient ce podcast et qui aimeraient faire appel à toi. Alors, dans ma société, donc on fait de l'expertise immobilière. La société s'appelle Inved, INVED, SA. Donc, on est basé en Suisse, en Valais. Ok. On propose de l'expertise immobilière, c'est l'évaluation de l'immobilier, de l'accompagnement personnalisé, du consulting, et puis un programme de formation en ligne. Donc voilà, c'est les 3 piliers qu'on a. On bosse là-dessus tous les jours. Et puis voilà, donc pour les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier en Suisse, on est concentré là-dessus. C'est ces personnes-là qu'on aide. Et puis sur l'expertise immobilière, c'est plutôt des propriétaires qui souhaitent faire évaluer leur bien immobilier, que ce soit pour du financement, que ce soit pour une succession, que ce soit pour un avancement de voirie, un divorce par exemple, dissolution du régime matrimonial, ce genre de choses. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on fait des expertises. D'ailleurs, petite particularité de la Suisse, et plus particulièrement de l'investissement immobilier en Suisse, pour les propriétaires qui sont propriétaires depuis longtemps, comme je t'ai expliqué avant, tu as tu dois mettre des fonds propres minimum, Oui, tout à fait. et tu as un certain niveau d'endettement. Okay, Oui. plus le temps passe, plus ton bien immobilier prend de la valeur et plus tu amortis un petit peu ta dette. Je t'ai dit, tu rembourses un petit peu ta dette. Forcément. Ensuite, quand tu arrives à un certain stade, ce que tu peux faire en Suisse, et ça c'est particulier, c'est que tu peux réaugmenter ta dette et dégager du cash de ton bien immobilier.
En fait, ton bien immobilier change pas, il prend de la valeur, mais la garantie de la banque a pris de la valeur. Parce que la garantie de la Ok, banque, c'est je le bien immobilier comprends. lui-même. Tu vois. Et donc, tu peux utiliser cet effet de levier-là pour venir chercher de l'argent dans tes murs, en fait. C'est de la plus-value latente qui est bloquée dans ton bien immobilier. Et puis Ouais. d'investir ailleurs dans un autre bien immobilier. Ça, c'est aussi une particularité de la Suisse qui choque un peu, mais c'est ce qu'on appelle le refinancement. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Angleterre. Oui. Mais sauf erreur, ça se fait pas du tout en France, où c'est pas du tout développé. Ok, non, ça me parle pas du tout en tout cas. Pourtant, je me suis quand même pas mal renseigné sur l'immobilier français, mais c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Je pense pas que ça doit exister. C'est vrai que c'est super intéressant. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas prévu d'acheter un immobilier tout de suite, mais qui aimeraient se renseigner un peu plus, qui n'hésitent pas à aller voir ta chaîne, c'est le premier lien en description. Tu as également un podcast où tu reviens avec pas mal d'invités, donc ça sera hyper intéressant pour ceux qui souhaiteraient trouver du coup un repère en tout cas de quelqu'un qui investit en immobilier, notamment en Suisse. Ben écoute, merci à toi, Edouard, d'avoir pris de ton temps pour parler dans ce podcast. Et je te souhaite une très bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup. À très vite.